Oui, Bonjour François. Sylviane, bonjour. Voilà, alors vous êtes François Michalon, vous êtes l'un des trois auteurs de ce livre que je montre, que je vais montrer, le Burnout, le vrai du faux. Alors évidemment, la première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à faire ce livre? Bon, c'est très simple. Moi, bon, j'ai une partie de mon activité où je m'occupe de sportifs de haut niveau, je m'occupe de dirigeants, et par conséquent, j'ai vu des personnes arriver vers moi qui étaient dans un état catastrophique, ce qu'on appelle un état de burn-out. Pour certains, ils étaient en train de rentrer, pour d'autres, ils étaient dedans, donc il a fallu les aider à en sortir, donc on peut en sortir, d'une part, et puis d'autre part, avec les deux autres amis médecins, Dr Ali HDI, médecin urgentiste, nous étions intervenus sur différents médias pour parler du sujet. D'un autre côté, je me suis occupé d'Alain Delabo, qu'on ne présente pratiquement plus, puisque c'est quand même l'inventeur, le créateur de la chrononutrition. Il a vendu plus d'1,5 million livres sur le sujet. Et puis on s'est dit que nous avions trois points de vue différents, trois approches différentes, et on s'est dit on va mettre tout ça dans un livre. Personne nous attendait avec un livre sur le burn-out, parce que évidemment c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler, donc il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est de donner chacun notre point de vue sur le burn-out, et puis surtout on a appelé ça le vrai du faux. Parce que des fois on entend tout et n'importe quoi. Des fois des personnes un peu surmenées, disent oh ça y est je suis un burn-out. Non non c'est pas ça. Donc encore une fois nous avons donné notre point de vue, nous avons donné des témoignages, nous avons donné des conseils de la prévention parce qu'on insiste beaucoup sur la prévention. Et puis dire que on peut s'en sortir. Alors évidemment certains disent c'est le mal du siècle. Oui mais bon il y avait déjà des formes de burn-out bien avant. Hein. On a rien inventé. Hein. Oui. On ne lui donnait pas cette publicité parce qu'évidemment aujourd'hui avec les médias tout devient mondial à la seconde quoi. Justement, je voulais vous demander quelles sont les deux grosses quelles sont les grosses différences entre la dépression et le burn-out? Alors là, il faudrait plus demander ça à des médecins qui vous donneraient un avis médical, mais une dépression, vous êtes la plupart du temps dans un état dépressif, c'est-à-dire triste, vous n'avez envie de rien faire, vous broyez du noir, ça dure, etc. Or, un burn-out, ça peut être à l'inverse. Un burn-out, vous pouvez être en pleine forme, être surexcité, survolté, avec toujours une volonté, un désir de faire mieux, d'être peut-être, comment on appelle ça, très pointilleux, d'être perfectionniste. Donc vous êtes en pleine forme jusqu'au jour où, boum, d'un seul coup, vous tombez. Quand je dis vous tombez, il y a des personnes qui ne sont plus capables de se lever le matin, qui sont plus capables de faire quoi que ce soit parce que le mécanisme intérieur est cassé. Donc la différence, elle est énorme. La dépression peut durer très très longtemps. Des fois, il y en a qui ne se sortent pas de la dépression. Le burn-out, si c'est pris à temps, on peut s'en sortir avec, bien évidemment, des remises en question, des changements d'état d'esprit, mais c'est différent. Et le burn-out est plus associé aussi à un côté professionnel. On entend beaucoup parler du burn-out dans tous les domaines, hein, policiers, infirmiers, professionnels, enfin, de partout. On a également de temps en temps des burn-out sur des mères de famille, on peut avoir ça sur des particuliers aussi, mais c'est surtout sur un plan professionnel. D'accord, oui, parce que ce que j'ai bien lu dans votre livre, c'est que effectivement il y a une usure, on se brûle quelque part, oui. Hein, on brûle ses vaisseaux, quoi, si je puis dire. C'est que c'est dans le milieu professionnel et il y a quelque chose qui est très très important auquel c'est associé, hein, le burn-out, c'est les gens ne sont pas reconnus. Il y a cette comment dire cette composante importante que les gens ne sont pas reconnus. Ils en font de plus en plus, et ils sont jamais reconnus. Bon, alors c'est effectivement le problème qu'il y a dans bon nombre de sociétés, c'est-à-dire qu'on va demander beaucoup au personnel, on va mettre la pression au personnel en termes d'objectifs, en termes de résultats, sans jamais aucune reconnaissance. Alors une reconnaissance, c'est un simple merci, oui, voilà, c'est un simple bonjour, ce sont des petites choses de l'existence, mais qui manquent cruellement dans les sociétés. Donc on vous considère comme un pion, corvéable et jetable à merci. Le jour où ça va plus, vous êtes viré, point barre. Et cela de plus en plus. Donc c'est difficile à vivre pour un humain, puisqu'un humain est quand même rempli d'émotions. Oui. Et ce manque de reconnaissance est catastrophique.
catastrophique. Donc la pression, alors vous avez déjà la pression au travail, ensuite pour un peu que vous ayez la pression à la maison, parce que pression familiale, pression financière, etc., etc., la vie devient très très compliquée. Pour certains, elle peut être belle, mais pour d'autres, elle est très compliquée. Bah oui, alors on va parler des symptômes, hein, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui sont, moi bon, puisque moi j'ai sur le stress, j'ai fait une dépression, je me demandais moi si c'était le burn-out. Bon, mais ça c'est un autre sujet. Avant, on parlait plutôt de dépression, hein, c'est vrai, on disait pas. Mais attention, la dépression reste toujours d'actualité. Hein. Ah oui, oui. Le burn-out ne remplace pas la dépression, c'est une autre variante. C'est une variante, voilà, c'est voilà, ça. Ouais. Mais qui n'est pas autant, on peut être reconnu dépressif, on peut être reconnu médicalement dépressif, qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une reconnaissance du burn-out en France. Oui, d'accord. Est-ce qu'il est reconnu quand même un petit peu quelque part à l'étranger ou pas? Ils essayent, ils font des dépercées, mais c'est tellement difficile de déterminer le burn-out. C'est très compliqué à définir, et puis en plus de ça, c'est fonction des personnalités de chacun. Parce qu'il y en a, certaines personnes vont être capables de résister à la pression et de surfer là-dessus, et d'autres qui n'auront pas cette facilité-là, cette faculté-là, et qui vont sombrer. Oui, vous dites aussi que enfin vous dites les trois, enfin à un moment donné ou à un autre, que les personnes ont un peu honte d'en parler ou n'en parlent pas. Donc oui. c'est aussi quelque chose, une composante importante, c'est que si on ne peut pas en parler, on peut pas le verbaliser, et là ça risque de partir en vrille. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à se refermer sur soi-même. On en fait de plus en plus, on se referme sur soi-même, on n'ose pas parler, et c'est là où ça devient dangereux, parce que moi j'incite toujours à dire, parlez-en à vos proches, à vos amis, à votre premier cercle, à votre famille qui est là pour vous aider, et là ça va vous permettre de sortir de ça. Dernièrement, on a fait une émission radio, enfin la semaine dernière avec le docteur Ali HDI, des personnes ont témoigné, justement, qui sont arrivés à se sortir de ça, mais au début, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est-à-dire que personne n'aurait rien dit. Un jour, ils sont allés voir le médecin et dire, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus bouger. Et le médecin leur a prescrit certains tranquillisants, si je puis dire, et bien après, ils lui ont dit, mais vous avez fait un burn-out. Mais sur le moment, personne n'avait compris. Mais également parce qu'ils ont été entourés par leur famille, ça c'est capital, de soutien, ça leur a permis de s'en sortir, voire même certains de changer de vie. Et de passer à autre chose, c'est-à-dire de rompre avec des habitudes, avec un fonctionnement qui vous paraît normal. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont travailler dans la souffrance, dans la difficulté, mais pour eux c'est normal, puisqu'on leur a toujours dit de faire ça, ils ont toujours fait ça. Mais jusqu'au jour où, boum, la mécanique elle tombe. Ah oui, c'est ça. Ouais, il y a le cas d'une dame là dont il y a le témoignage qui en faisait une journaliste, qui en faisait, et puis boum, un jour, on pourrait dire que quelque part c'est quelque chose qui se rompt, hein. C'est pas comme la dépression qui est plus insidieuse, hein, je pourrais dire. C'est boum, ça tombe. Alors, c'est-à-dire que ça peut se préparer quelque temps à l'avance, oui. On ne s'en rend pas spécialement compte, enfin tout au moins l'entourage des fois ne s'en rend pas compte, et puis dans ce coup, boum, c'est le pont qui saute, il n'y a plus rien. C'est ça. C'est ça. Donc alors là, pour certains, il faut les ramasser à la petite cuillère, quoi. Parce que le ressort intérieur, il n'y en a plus. Il n'y a plus cette motivation, cette envie de se lever, de bouger, parce que ça ne répond plus de l'intérieur. C'est brûlé, quoi. C'est brûlé, oui. Hein. Il y a cette notion aussi de brûler. Ils ont brûlé quelque chose. Le terme burn-out, bon, qui est un terme anglais bien sûr, mais qui est brûlé de l'intérieur, enfin brûlé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un petit peu, moi je donne une version en disant, c'est-à-dire qu'on a brûlé son moi au détriment du soi. Oui. C'est-à-dire qu'on a privilégié l'extérieur au détriment de son être intérieur. Et ça reste quand même l'être intérieur le plus important. Enfin, personnellement, puisque moi je suis thérapeute aussi, on pourrait dire que les gens qui sont venus pas en burn-out, on n'appelait pas ça comme ça, mais en grosse difficulté dans le travail, c'est souvent aussi un manque d'affirmation. Les gens ne savent pas s'affirmer. Ah mais oui, parce que beaucoup ne savent pas dire non. Ben voilà. Donc, reçoivent le manque je dirais de reconnaissance, prennent énormément, disent toujours oui, ont un caractère à vouloir toujours mieux faire, c'est-à-dire perfectionniste. Ouais, ça, c'est aussi, ça peut être dramatique. Au fur et à mesure, vont se couper de l'extérieur, vont vivre dans leur bulle, vont se couper de la joie, et ça va devenir de plus en plus dur, quoi. Et à force de serrer, de mettre sous pression,
boum, Ben, un ça jour, pète. ça... Un jour, Ah ça ouais, pète. C'est le c'est mot ça. exact. Hein. Ça. On reparlera de la joie après, hein, parce que j'ai vu sur Facebook, j'ai bien aimé les gens qui ne rient pas ne sont pas sérieux. J'ai trouvé ça très drôle, mais on Eh va y oui, ben revenir. oui, ben oui. Et puis en plus, si vous êtes allé voir sur notre page Facebook Burnout, le vrai du faux, on a fait une vidéo enfin tous les trois, avec les deux médecins et moi-même, on a fait une vidéo qui a été tournée en une seule séquence où on rigole parce Oui, que ben oui. pour présenter le livre, certains nous ont dit, mais attends, c'est un sujet qui est sérieux. Oui, on est d'accord que c'est sérieux. Mais la vie est sérieuse, mais pourtant il faut rire, il faut s'amuser. Voilà, voilà. Oui, mais on y reviendra hein, pour le rire, parce que bon, moi, je Ouais. suis l'adepte inconditionnel, précisément et vous en parlez après des passions, de se trouver une passion, de se trouver de l'intérêt dans la vie. Mais quels sont les symptômes? Alors, quelqu'un, voilà, travaille, il est un peu épuisé, il est fatigué. Mais quels sont les symptômes avant-coureurs ou qu'est-ce qui doit nous Ah, alerter? alors, des symptômes, vous en avez un certain nombre. Vous avez déjà l'irritabilité, un certain cynisme éventuellement. Vous avez des changements de comportement, changement de nourriture. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé au docteur Alain Delabeau d'intervenir dans le livre. Vous avez une indifférence. Mhm, Éventuellement, vous avez une émotivité qui est beaucoup plus développée. mhm. Vous pouvez avoir ce sentiment de ne plus être efficace. Hein, c'est-à-dire qu'on veut toujours faire mieux, oui, mais je suis pas à la hauteur, etc., etc. Donc c'est une course sans fin. Vous avez trouble de comportement du sommeil. Ça, Bien sûr, oui. c'est un grand classique. Oui, On dort mal, on est perturbé. Le manque de joie, oui, surtout, oui. ça, surtout, c'est un des signes. Alors vous me direz, il y a beaucoup de personnes qui manquent de joie. De toute façon, même Oui, s'ils sont pas en situation de burn-out, ils oui. manquent de joie. Quand certains, je leur dis bon, est-ce que tu t'amuses, etc. On me regarde bizarrement. Ils me disent c'est quoi s'amuser? C'est les enfants s'amusent. Moi, je suis Oui, un voilà, adulte, c'est ça. sérieux. Donc, vous voyez que ce sont tous ces petits signes comme ça qui fait que ce sont des choses à être en alerte. Oui, À partir de là, bah, il faut changer, il faut peut-être trouver d'autres, plutôt que de se concentrer, si on parle sur un burn-out professionnel, trouver d'autres centres d'intérêt, redécouvrir des choses simples, savoir faire une pause de temps en temps, retrouver le goût de vivre. Parce que quand on est en burn-out, on ne pense plus à soi, on pense plutôt à prouver, à faire, à réussir non-stop. oui, c'est ça, oui, on est dans le paraître. On est Un dans le peu dans le paraître. paraître, enfin beaucoup Oui, dans le si vous paraître. voulez, effectivement, quand je vous dis tout à l'heure, c'est l'avoir au détriment de l'être. Bon, Oui, bien l'avoir, sûr. euh, l'avoir ne sert à rien. Alors, alors on va parler maintenant du rire, hein, parce que et vous parlez aussi de trouver des passions, parce que moi j'ai remarqué dans ma pratique professionnelle que beaucoup de personnes qui arrivent, bon on n'appelle pas ça burn-out, mais qui sont en baisse de forme, hein, on va dire. Moi aussi j'ai Oui, coaché des sportifs de haut niveau, enfin en golf principalement ici au Portugal. Donc ils n'ont pas de passion. Il y a beaucoup souvent les gens n'ont pas de passion. Mais je leur dis, mais trouvez-vous une passion, mais une passion, mais quoi? Et surtout, comme vous dites, ils savent pas rien. Donc, s'il y a quelque chose qui les retient, c'est pour ça que probablement, si ils sont entourés d'une famille, enfin entourés des leurs, hein, ça, c'est comme dans les maladies, parce que le burn-out est une maladie. oui, c'est évident que si vous êtes entouré de proches, alors ça peut être la famille, ça peut être des amis, mais avec qui déjà vous pouvez échanger, Oui, discuter. Ça, c'est capital. On vit dans un monde de communication, on est tous connectés. On peut se parler, on peut s'envoyer des SMS, mais qui en finalité, ça ne sert pas à grand chose. On oui, a des milliers d'amis sur Facebook, enfin, oui, amis virtuels, mais ça ne sert à rien. On a besoin d'une proximité, on a besoin de parler. Les amis médecins avec qui j'ai fait ça disent, mais enfin notamment Ali qui est aux urgences, il dit, mais des personnes viennent nous voir simplement parce qu'ils en peuvent plus, ils ont besoin de parler. Donc, on prend le temps de parler avec eux. On n'est pas une consultation, on va prendre 10 minutes, des fois on va prendre une demi-heure, mais c'est nécessaire et la personne, ça lui fait beaucoup de bien. Ne serait-ce que cela. Parler avec les gens, échanger. Donc, c'est capital. Et on a oublié tout ça. oui. Donc, si on arrive à parler, c'est-à-dire quelque part vider son sac aussi, on va retrouver une certaine légèreté parce que vous allez vous vider, vous allez faire Bien partie sûr, oui. de vous tout ce qui vous gêne, vous allez retrouver une certaine légèreté. Donc, ça va vous faire du bien. Si vous retrouvez plus de légèreté, vous allez retrouver plus de joie, plus d'enthousiasme de vie et peut-être également dire tiens, bah c'est vrai, au lieu de m'intéresser qu'à ça, tiens, je peux peut-être m'intéresser à faire la collection des boîtes de camembert ou de porte-clés ou Oui, d'aller me voilà. balader ou d'aller voir. C'est de changer ses centres d'intérêt,
de changer ses pensées. Hein. Oui, les pensées, c'est surtout les pensées, oui, ça c'est sûr. Et si vous changez de pensée, je dirais, vous changez de pensée, vous changez de vie. Hein. Ah oui, ça c'est mon dada, donc... Ah ben c'est un bon dada, gardez-le. Hein. Oui, je garde mon dada. Mais ça c'est les pensées, c'est la base, hein, ça c'est absolument la base. Alors donc, quand vous dites, quand quelqu'un vient vient me consulter, voilà, je mets en place certaines choses. Alors sans dévoiler vos secrets, parce que je présume que vous avez vos petits secrets. Qu'est-ce que vous leur dites aux personnes? Quelqu'un arrive complètement, mais alors en prévention, quelqu'un qui est d'abord sur le bord du burn-out, il est pas complètement, il est en train d'entrer. Qu'est-ce que vous lui dites alors? Je lui demande déjà la première chose, est-ce qu'il veut s'en sortir? Oui, voilà. Parce que déjà on est deux dans l'histoire. Oui. Je peux pas obliger mes clients, même avec un revolver sur la tempe, en disant bon, il faut te sauver. On discute d'abord, avant de démarrer un programme. Enfin là, moi je parle pour moi. Avant de démarrer un programme, je prends le temps de discuter avec la personne pour savoir ce qu'elle souhaite, ses objectifs, où est-ce qu'elle veut aller, et savoir si c'est réalisable. Et puis savoir si on va également entre guillemets s'entendre, parce qu'on est deux dans l'histoire. Oui, d'accord. Oui, moi, je lui amène des clés, je lui amène des solutions. Il faut qu'ensuite la personne dise ok, on y va, et puis mettre en application. Parce que si vous ne mettez pas en application ce que je vais proposer comme clé, ça sert pas à grand chose. C'est de la théorie, quoi. C'est de la théorie, et comme moi je dis à mes clients, seul le résultat compte. À partir du moment où on va démarrer ensemble quelque chose, vous allez voir des résultats concrets tous les jours. À partir de là, c'est bon, et c'est comme pour un sportif. Dernièrement, un sportif me disait, mais ce que tu me racontes là, c'est bien, mais j'y crois pas à ton truc. Et je lui dis, mais tu n'as pas besoin de croire, il n'y a rien à croire. Fais confiance, on part ensemble, je vais t'emmener là où tu as besoin d'aide, je vais améliorer tes capacités, aussi bien mentales, émotionnelles et physiques, en faisant moins d'efforts. Voilà, et c'est pareil pour un dirigeant, c'est pareil pour tout le monde. Donc il y a cette première discussion, cette première approche, et puis surtout si la personne a envie de s'en sortir. Oui, c'est fondamental. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais enfin, s'ils viennent vous voir, on part quand même du principe qu'ils veulent s'en sortir. Oui, on est bien d'accord. Mais vous savez, des fois, il y a des personnes qui disent oui, et puis après, c'est ça. Il y en a qui disent oui, qui arrivent à reculons. Ça, oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Et après, bon, une fois qu'on est parti dans l'action, oui, après, ça se fait tout seul, parce que quand la personne voit que très rapidement, sa vie, quand je dis sa vie, son état d'esprit, sa manière de voir, de penser change. Je dis bon ok, c'est génial quoi. Voilà, c'est ça. Donc quelqu'un qui est déjà dans le burn-out, c'est la même chose? C'est déjà la même chose? C'est la même chose, sauf que il faudra aller un peu plus rapidement, c'est-à-dire qu'il va falloir le secouer un petit peu comme la bouteille d'orangina, le secouer pour que tout retombe, et que tout retombe, c'est-à-dire pour accélérer la phase de ce que j'appelle d'allègement, pour retirer tout ce qui lui gêne, tout ce qu'il peut avoir emmagasiné pendant toutes ces années. Parce que c'est un stockage, une sorte de gloubi-boulga qui sert strictement à rien. Donc, on a la possibilité, instantanément, je vais pouvoir lui permettre de s'alléger, de retrouver une autre dynamique. Alors, une grosse question, plutôt une grande question. La personne, vous la sortez de son marasme, elle retrouve son allant et tout. Mais après, qu'en est-il quand elle revient dans son entreprise? Parce que aujourd'hui, les entreprises, on l'a bien vu avec la Poste, le nombre de suicides qui y a eu, je crois que c'était l'année dernière en 2 ans. Donc, il y a une pression énorme sur les gens. Alors, quand ces personnes que vous avez sorties de leur marasme, qui ont changé leurs croyances, qui ont changé, enfin, leurs pensées, leurs croyances, elles retournent dans leur job, qu'est-ce qui arrive? Il y a plusieurs cas de figure. J'ai des personnes qui sont retournées dans leur job, mais étant donné qu'elles-mêmes ont changé d'état d'esprit, elles voient leur job et leur manière de fonctionner complètement différents. Bien sûr. C'est-à-dire que là où auparavant des réflexions, des situations pouvaient leur être préjudiciables, où elles n'acceptaient pas, là elles se disent mais c'est génial parce que je suis au-dessus de cela. Vous savez, c'est un petit peu comme vous habitez au 1er étage et vous habitez au 10e étage. Vous n'avez pas la même vue, la même perception des choses. Eh bien, ces personnes qui d'un seul coup habitent au 10e étage, ce qu'on va leur faire comme réaction ou autre, ça sera complètement différent. Et d'autant plus que du fait qu'elles ont changé intérieurement, parce que moi je pars du principe que pour qu'il y ait un changement dans votre vie, ce changement doit venir de l'intérieur. Bien sûr. C'est pas rien, on va pas vous changer la veste en disant ça vous va mieux aux yeux, c'est de la rigolade. Si vous changez de l'intérieur, automatiquement ça rejaillit sur l'extérieur.
Donc, ce changement va rejaillir dans tout votre environnement professionnel et familial également. Donc, j'ai des personnes qui sont reparties travailler dans leur même service et pour lesquelles ça se passe très très bien. D'autres ont changé parce qu'on dit bon stop, là maintenant je suis à un moment de ma vie, de ma carrière où j'ai envie de passer à autre chose et ça va me permettre de repartir avec enthousiasme sur autre chose, mais dans tous les cas de figure, ils repartent bosser. Oui, d'accord. Donc, ils repartent bosser et puis c'est bon. Finalement, si on change de l'intérieur, c'est une énergie. Les gens le sentent automatiquement. Absolument, absolument. C'est les souffres-douleurs qu'il y a dans les écoles. Malheureusement, on sait qu'il y en a. Bah, tout le monde, ils vont tous dessus parce qu'ils sentent bien que la personne, voilà, va se laisser faire. On attire à soi ce que l'on est. Hein. Exactement. Alors. Je voudrais que vous me parliez, avant de terminer, du présentéisme et du bore-out. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans votre livre. Le présentéisme, ça a fait tilt chez moi. Le présentéisme et après le bore-out. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Alors, là, on déborde un peu du sujet du livre, parce que le livre était plus sur le burn-out. Si vous voulez, vous êtes dans une société et vous êtes embauché et vous ne servez à rien. D'accord. Voilà. Donc, pour certains, ils vont dire c'est génial parce que je vais m'occuper à faire toute autre chose, mais pour d'autres qui sont impliqués, qui sont consciencieux, ça va tourner dans la tête et il y a un sentiment de ne servir à rien. Mm-hmm. Et alors là, ça c'est aussi très négatif parce que tout à l'heure on parlait du manque de reconnaissance, c'est une autre forme de manque de reconnaissance. Certes, vous êtes payé, mais payé, vous ne servez à rien. Vous ne représentez rien. On vous a mis dans un j'allais dire un placard. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça, vous êtes dans un placard. Alors certains, encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Parce que ce phénomène-là a toujours existé. D'accord ? Simplement, y en a un qui a fait un livre dernièrement qui était, je crois, employé aux fonctionnaires. Il a fait scandale, ça faisait 10 ans qu'il était comme ça. Oui. Un jour, ça lui a pris, il a dit, je vais faire un livre pour dire haut et fort. Mais il y en a qui vivent très bien avec ça. Il y en a qui vont dire, mais je suis payé royalement et je ne fais rien. D'accord. Par contre, d'autres vont dire, mais c'est pas normal, je suis pas reconnu. Vous savez, en France, notamment, on est très attaché aux étiquettes. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu sers? Et quand vous ne servez pas et que vous n'avez pas d'étiquette, pour certains, ça peut être catastrophique. Donc, ça ne va pas non plus. Mais alors, c'est pas nouveau, hein. C'est quand même une sorte de burn-out, finalement. Oui, c'est une autre forme. C'est une autre forme. C'est une autre forme. C'est une autre forme. Voilà. C'est-à-dire, c'est moins spectaculaire, on va dire, que le burn-out. Oui, c'est moins spectaculaire parce qu'on est moins dans les fusions. C'est plus à l'intérieur, ça va vous miner de l'intérieur. Oui. Voilà. On se dit, bon, à quoi je sers, pourquoi je fais, etc., etc. Mais on n'a rien inventé, hein. Enfin, je pars du principe qu'on n'a rien inventé. Donc, non. Mais alors donc, pour terminer, le burn-out, le vrai du faux, aux personnes qui bien stressées, qui lisent normalement, enfin qui lisent mon blog, puisque moi j'étais une grande stressée devant l'Éternel, qu'est-ce que vous nous conseillez? Quel est le mot de la fin en quelque sorte? Moi, je vous dirais, profitez de la vie, amusez-vous plus. Voilà, ça c'est capital. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, on ne sait plus s'amuser. Les êtres humains, les adultes, ne savent plus s'amuser. Je dis, c'est simple, si vous avez la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants, regardez comment ils fonctionnent, les enfants. Oui. Ils se posent pas de questions. Tout à fait. Cow-boys, voleurs, ils sont ci, ils sont ça. Ils vont se taper dessus un coup, mais après, ils sont copains comme cochons. Ils rigolent. Ils sont infatigables. Ils sont infatigables, oui. Ils sont infatigables, mais parce que d'un point de vue mental, c'est hyper léger. Oui. Donc, ils s'amusent non-stop. Ils sont imaginatifs, ils sont créatifs. Aujourd'hui, les adultes sont trop sérieux. Et le fait d'être trop sérieux, ils sont serrés dans la tête et ça va plus. Donc, amusez-vous. Alors, après, certains disent, alors, comment on fait pour s'amuser? Il y a plein de manières de s'amuser. Ça peut être de faire des blagues, ça peut être d'aller voir des choses qui vous amusent, de lire, de voir des films amusants, de changer vos activités, d'aller ne serait-ce que prendre 10 minutes et vous allez vous promener si vous avez un parc à côté de chez vous ou au bord de la mer, mais ça va vous faire du bien, ça va changer les idées. Parce que sinon, vous allez vous rétrécir. Oui. Il faut pas oublier que, initialement, on est illimité. On est illimité. Au fur et à mesure de notre éducation, de notre expérience, de tout un tas de choses,
bah, on se réduit, on se réduit, on se réduit, on finit dans une boîte, on se raccourcit, on finit dans une boîte à chaussures. Et quand vous écoutez des personnes, ah ben non, je peux pas faire ci, ah ben non, ah ben non. Mais en vertu de quoi? Tout est possible. Oui, tout est possible. Je reprends une phrase qui traverse la nuit des temps. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Alors je dis pas que c'est toujours facile, mais si vous faites une action, si vous mettez ça avec enthousiasme, avec intensité, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Sinon, vous allez vous refermer sur vous-même et vous allez vous larmoyer. Enfin, ça va être pathétique. Et c'est dommage. Parce que, regardez bien une chose. Il y a, je sais pas moi, un ouragan, il y a un cataclysme quelque part. La nature est dévastée, il n'y a plus rien. Vous revenez 6 mois après, 3 mois après, 1 an après, la nature, elle reprend ses doigts, le brin d'herbe, il repousse, quoi qu'il en soit. D'accord. On est vivant aussi, hein. Donc, moi, ce que je dirais, c'est variez vos occupations, amusez-vous, intéressez-vous aux autres, allez vers les autres, et la vie, elle est formidable. Et amusez-vous. Et amusez-vous, absolument. Ouais, surtout, amusez-vous. Mais surtout, quand vous amusez, vous pensez plus à rien. Mais c'est sûr que pour vous amuser, vous mettez léger. Il faut bien comprendre que au plus vous allez vous faire du souci, au plus vous allez mettre des idées bizarroïdes dans la tête avec radio mentale, au plus vous allez vous alourdir. Et au plus, ça sera difficile de vous amuser. Donc, virez tout ce que vous avez dans la tête. Vous êtes capable de virer les penderies, de vider les placards ou je ne sais quoi. Videz ce que vous avez dans la tête. Tout à fait. Ben, écoutez, ça va être la parole de la fin. Je remonte encore votre livre. Je vais le mettre sur le blog, bien sûr. Je vous remercie infiniment de votre enthousiasme. On voit que vous êtes quelqu'un qui aimait rire. Hein, c'est pas seulement prêcher, mais oui, c'est capital. Vous mettez en pratique ce que vous prêchez. Ah oui. Alors, donc. Et on est avec mes 2 autres co-auteurs, on est pareil parce que on voit tellement de choses, que ça soit lié aux urgences, que ça soit Alain Delabo aussi. La vie est merveilleuse, ça dépend ce qu'on en fait. Oui, on se la complique beaucoup. Et certes, je dis bien à tout le monde, nous avons les mêmes problèmes, nous avons une famille, nous avons des fins de mois, nous avons un banquier, nous avons tout un tas de choses. Hein. Oui, tous. Voilà, on n'est pas différents. Mais néanmoins, la vie est un jeu. Hein. Finalement, c'est ce que disait, je sais plus qui, c'était pas Sénèque, mais Marc Aurèle, qui disait que rien n'est, c'est la façon dont on voit les choses qui va les rendre faciles ou difficiles. Mais absolument, c'est l'état d'esprit. Voilà, c'est l'état d'esprit. Il y en a qui vont couler, il y en a qui vont nager, il y en a qui vont surfer, vous choisissez. Et puis il y en a qui vont rebondir. Absolument. Même un burn-out. Voilà, ça peut être une opportunité, le burn-out. Oui, absolument. Je connais des personnes qui ont fait des burn-out et qui, grâce à ça, ont pu rebondir, se sont servis de ça pour rebondir. Je dirais d'un malheur entre guillemets, ils l'ont transmuté en bonheur, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Écoutez, je vous remercie infiniment, François. Avec plaisir. Je conseille fortement de lire ce livre parce que c'est vrai qu'il n'est pas gros, hein, non, c'est mais il est bien condensé. Hein. Il y a beaucoup de choses, c'est intéressant, il est bien présenté. J'aime bien la présentation du livre, le caractère. Donc, je félicite l'éditeur. Eh bien, je lui transmettrai. Allez, au revoir François. À très bientôt. Au revoir Sylviane. À bientôt, au revoir.